Hitler really dead? He is dead, yes. I was the last one who said goodbye to him, and the first, after his suicide, to enter the room in the bunker. And how did he kill himself, Mr. Linder? He shot himself, and Eva Braun took poison. How did you dispose of the bodies, Mr. Linder? We burned them in the garden. Did you know he would commit suicide? He gave me the order 5 days before to get gasoline to burn the bodies. Ce document est exceptionnel. Il dormait au fond des archives américaines. C'est le seul entretien filmé d'un témoin de la mort de Hitler en avril 1945 dans le bunker de la chancellerie à Berlin. L'homme s'appelle Heinz Linge. Fidèle parmi les fidèles, il était le majordome de Hitler. Il vient de passer 10 ans dans les prisons soviétiques. C'est un témoin capital de l'histoire. C'est grâce à un dossier conservé depuis près de 50 ans à Moscou, dans les archives de l'ex-Union soviétique, que l'on a découvert le rôle précis de Heinz Linge. Il contient un rapport commandé par Staline à ses services secrets juste après la guerre. Le dossier Hitler, c'est son titre exact, a été remis en un seul exemplaire à Staline en 1949 et il est resté rigoureusement secret jusqu'à la chute du communisme. Il est fondé sur les déclarations inédites de Heinz Linge et d'un autre témoin de premier plan, l'aide de camp de Hitler, arrêté comme lui par l'armée rouge à Berlin le 2 mai 1945 et envoyé à Moscou au siège des services secrets. Alors on peut s'interroger sur l'intérêt historique du dossier Hitler. C'est un document, à mon avis, extraordinaire parce qu'il nous donne des détails qu'on ne trouve ni dans des interrogatoires occidentaux équivalents qui ont été menés, ni dans des documents d'après-guerre, genre mémoires qui ont été écrits en Allemagne, par exemple. Mais là, on a un souci du détail qui, à mon avis, est le produit de l'importance que Staline accordait à savoir la moindre chose sur celui qui avait été son principal adversaire. Celui qui a pour tâche de confectionner le dossier Hitler après la guerre s'appelle Fyodor Karpovitch Parparov. Lieutenant-colonel des services secrets, le NKVD, il est né en 1893 et a fait des études de droit. À lire sa biographie officielle, c'est un espion chevronné. Il a travaillé en Allemagne avant la guerre. Rappelé à Moscou en 1937, il a fait 1 an de goulag, puis est réintégré dans les services secrets au début de la guerre. Il connaît donc les risques du métier, Parparov. Il est juif, et dans une période où l'antisémitisme de Staline s'affirme, il bénéficie d'un préjugé favorable de ses chefs. Il sait qu'en écrivant ce rapport, il risque sa vie. Il faut plaire à Staline, éviter les sujets qui fâchent et malgré tout, dire la vérité. Pendant 2 ans, de 1948 à 1949, c'est en allemand qu'il va mener les interrogatoires, une langue qu'il parle couramment. En face de lui, les 2 nazis mis au secret dans cette prison de Butyrki sont soumis au rude régime des geôles soviétiques. Otto Gunsch, 35 ans, grande taille, 1,97 m, aide de camp de Hitler à différentes périodes, avant et pendant la guerre. Compétences militaires reconnues, nazi convaincu, il a participé aux réunions les plus secrètes. Heinz Linge, majordome de Hitler, 32 ans. Témoin des actes de la vie quotidienne de son chef dont il tenait l'agenda. Sait donc beaucoup de choses sur l'entourage, parle, car il craint pour sa vie. Heinz Linge, le majordome. Otto Gunsch, l'aide de camp. Ces 2 hommes, pourtant détenus dans les mêmes prisons, ne se croiseront jamais. Mission de Fyodor Parparov, les interroger sans cesse, suivant un cahier des charges très précis imposé par le chef du NKVD, le terrible Beria. Ordre est donné de mettre les détenus dans des cellules séparées.
Ils ne devront jamais se rencontrer, les traiter comme il convient à des fascistes. Interroger les prisonniers sur les éléments suivants. Donner tous les détails sur la vie du dictateur nazi et s'assurer de la véracité des faits évoqués. Leur demander les détails militaires sur la conduite des opérations nazies durant la Grande Guerre patriotique. Mettre à jour son état mental et son attitude personnelle aux différentes étapes de la guerre. Enfin, vérifier les conditions de disparition des derniers fascistes du bunker sous la chancellerie à Berlin. Signé Beria. Heinz Linge, du début de la guerre jusqu'à la fin, vous êtes bien toujours aux côtés de Hitler. Oui, j'ai vu beaucoup de choses. J'étais là auprès de lui, surtout à partir des fêtes à Berlin pour le jour de ses 50 ans. Après, je ne l'ai plus quitté. Je me souviens, ce soir-là, il était euphorique. Il nous a dit « Dommage que je n'ai pas pris le pouvoir plus tôt. Je ne peux plus repousser mes projets. Je dois assurer un espace vital et des sources de richesse à l'Allemagne. » Il ne n'est jamais qu'un génie par siècle, et c'est moi. Tout le peuple est avec moi. C'est pourquoi je ne peux pas laisser à mes successeurs le soin d'accomplir ma mission. Cette mission, créer un grand Reich, Hitler l'a déjà entamée en envahissant l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie, et il la poursuit en attaquant la Pologne le 1er septembre 1939. Fyodor Parparov ne tient pas à s'étendre sur ce sujet. Et pour cause, l'invasion de la Pologne est le résultat du pacte germano-soviétique. Staline ne verrait pas d'un bon œil que Linge ou Gunsch évoquent la fraternisation que l'on voit sur ces images entre les soldats de l'armée rouge et ceux de la Wehrmacht, d'autant que depuis l'année 1946, il ne cesse de dénoncer le fascisme renaissant aux États-Unis. Fyodor Parparov préfère donc s'en tenir à la psychologie de Hitler. Si le sujet de l'interrogatoire est plus anecdotique, il n'en est pas moins révélateur de la personnalité du dictateur. Un jour, pendant la campagne de Pologne, Hitler a voulu rendre visite aux blessés d'un train hôpital. Je l'accompagnais. Il arborait une mine faussement bouleversée en parcourant les wagons. Après, jamais Hitler ne retournera dans un hôpital militaire ou une infirmerie. L'explication qu'il me donna était qu'un chef de guerre ne peut se permettre aucune sentimentalité et qu'il doit avoir des nerfs solides. Résumé dernier interrogatoire de Heinz Linge, mai 1940. L'invasion de la France par Hitler touche à sa fin. L'offensive est victorieuse. Réunion de l'état-major devant les cartes qui montrent l'avancée de la Wehrmacht. Linge est présent. Les généraux sont de bonne humeur. L'armée française s'est effondrée, les Allemands victorieux défilent sur l'avenue Foch à Paris. Hitler ressent plus que jamais un sentiment de puissance. Il a terrassé son ennemi héréditaire. Il est convaincu que rien ne peut plus l'arrêter. Au moment de l'armistice, le 22 juin 1940, il a tenu à ce que la signature se fasse dans la forêt de Compiègne, à l'endroit même où en 1918, les Français avaient mis en scène la défaite de l'Allemagne. Linge, le majordome du Führer, est là. On le voit ici, qui se précipite lorsque Hitler arrive et monte dans le wagon. Il est encore là, au garde à vous, lorsque les Français vaincus arrivent à leur tour. Gunsch, lui, il est là, dans l'encadrement de la porte du compartiment où vont se dérouler les pourparlers d'armistice. Et puis là,
On le voit de dos. On ne confie pas cette tâche à n'importe qui. Fyodor Parparov, s'il sait s'y prendre, a donc beaucoup d'informations à tirer de Otto Gunch. Selon certaines sources, les interrogatoires avaient lieu la nuit, après des séances de conditionnement psychique et physique. Selon d'autres, cela se passait durant la journée. Les deux prisonniers étaient interrogés tout à fait normalement. Ensuite, on préparait de nouvelles questions, on retapait les documents, on les relisait. Cela pouvait traîner une semaine, un mois ou bien plus. Ce qui m'a vraiment étonné, ce sont les photographies de Gunch et Linge en 1945 et celles qui ont été prises 10 ans plus tard. C'est le jour et la nuit. Il est difficile de considérer qu'ils étaient bien traités. En 1955, sur les photos, ce sont deux vieillards. Le premier n'a pourtant que 42 ans et le second un peu moins. C'est un vrai nazi, ce Gunch. Il est récalcitrant et rusé. Ni les mouchards, ni le chantage n'ont prise sur lui. Faut que je me méfie. C'est un ennemi acharné de notre patrie. Les indications qu'il donne sont souvent loin de la vérité. Mais il parlera, comme tout le monde. Il n'a pas le choix. Même s'il pense qu'il peut nous résister. Otto Gunch, c'est vous qui êtes là, debout, dans l'encadrement de la porte? Oui, car j'ai reçu l'ordre de Hitler de veiller à sa sécurité personnelle. J'avais pour instruction de me tenir près de la porte en verre qui séparait le wagon en deux. Avec mes 2 mètres de haut, on pouvait me voir de tous côtés. Comme Hitler se méfiait des réactions des Français et de leur impulsivité, j'avais donc ordre de tirer sur tout membre de leur délégation qui oserait se comporter de façon inconvenante envers Hitler. Staline veut connaître le maximum de choses sur la vie privée de son ennemi déchu. Il est friand d'anecdotes. Fyodor Parparov sait que ce genre d'information est sans risque pour lui. Il creuse donc le sujet. Pour les soviétiques, les fascistes étaient des débauchés. Hitler n'a donc sûrement pas dérogé à la règle. Les rumeurs sur ses amours pullulent. Les uns disent qu'il est homosexuel, les autres qu'il aime les enfants, d'autres enfin qu'il est impuissant, ou qu'Eva Braun, sa maîtresse, que l'on voit ici prendre la photo, est enceinte. Les Russes savent tout sur Goebbels. Bien que marié et père de 5 enfants, il a comptabilisé dans ses carnets ses aventures sexuelles. Hitler, lui, n'a rien laissé de tel. Les Russes n'ont rien trouvé malgré leurs recherches méticuleuses. Fyodor Parparov a donc demandé à Linge de rédiger quelques pages sur la sexualité de son chef. Il est prolixe sur ce genre d'histoire. Cela lui donne de l'importance et ne lui fait pas, à lui non plus, prendre de risques. Pour moi, il ne fait aucun doute que Hitler avait une sexualité normale. La preuve, j'ai préparé au Berghof des soirées intimes. Pendant des heures, Hitler et Eva Braun vont et viennent en tête-à-tête, l'été sur la terrasse ou dans la maison. Ils ne se retirent jamais avant minuit dans la chambre où j'ai préparé des fruits, du thé, du cognac et des stimulants que lui a prescrit son médecin, le docteur Morel. Qui est ce docteur Morel? Morel est un charlatan, en blouse blanche. Il ne suit pas à pas Hitler, surtout au Berghof. Il a pris l'habitude de fournir des préparations à base d'hormones aux amateurs de partouze de Berlin. À propos de Hitler, je vais vous dire une chose. Bien avant le début de la guerre, il ne pouvait plus prononcer un discours, ni même passer une journée entière sans les piqûres stimulantes du docteur Morel. Hitler avait-il des goûts sexuels particuliers? Non, pas que je sache. Tout ce que je peux dire, c'est que quand il était seul au Berghof, Hoffmann, son photographe personnel, organisait pour lui des projections de photos en couleur de danseuses parisiennes nues. Le Führer est seul dans la salle de projection. Le reste du temps, il lit des romans et il engloutit des kilos de chocolat. C'est pour nourrir mes nerfs, dit-il. Quel genre de roman lit-il?
des romans d'aventure, des romans de gare. Mais il ne voulait pas que cela se sache. Je me souviens qu'un ouvrier travaillant au Berghof avait remarqué dans la bibliothèque le genre de livre que lisait Hitler. En passant dans les cuisines, il avait eu le malheur d'en parler à des employés. Cela s'est su, la sécurité l'a arrêté et Hitler l'a fait envoyer immédiatement dans un camp de concentration. La vie privée de Hitler a toujours été un sujet d'intérêt, pas seulement à cause d'Eva Braun, mais parce qu'on savait déjà très tôt, de son vivant, que Hitler avait eu une liaison avec sa nièce, Jelly Rombal. En fait, il n'a jamais vécu une vie de couple normale avec qui que ce soit. Il y avait des rumeurs qui circulaient à l'époque. Hitler disait, paraît-il, « Ma femme s'appelle l'Allemagne ». C'est évidemment un sujet qui a déchaîné sans arrêt les imaginations. À travers des films privés tournés par Eva Braun, on peut mieux s'imaginer comment ce couple, si on peut l'appeler ainsi, a fonctionné. Vous savez, le dossier Hitler, lui non plus, ne donne pas une réponse définitive à la question de savoir quelle sorte de relation conjugale Hitler a vraiment entretenue avec Eva Braun. Avec l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion surprise de l'URSS par l'armée allemande le 22 juin 1941, l'alliance Hitler-Staline est rompue brusquement. Les Russes connaissent l'enfer. En 5 mois, ils perdent 1 500 000 soldats. Une fois de plus, Fyodor Parparov ne va pas s'étendre sur cet épisode qui met en cause le peu de lucidité et le manque de réactivité du camarade Joseph Staline. Il ne faut pas le provoquer, alors qu'en ces années 1947-1948, il est au fait de sa puissance. Le culte de la personnalité atteint des sommets. Fyodor Parparov, en accord avec son chef Beria, préfère donc aborder un sujet plus flatteur, le siège de Leningrad et la résistance farouche de la population russe. La toute-puissance de Hitler commence à s'effriter. Le général Hiver s'installe. La Wehrmacht n'a pas d'équipement adapté. C'est un sujet sur lequel Heinz Linge parle, là encore, facilement. Comment Hitler a vécu la résistance de Leningrad ? La ténacité de la ville le rend fou de colère. Il est de plus en plus irritable. Il accuse ses généraux d'être des incapables. Il hurle, tape du poing sur la table. Il faut tenir à n'importe quel prix. Il répète sans cesse « Je vais raser cette ville et anéantir sa population. Leningrad ne se relèvera jamais. » Un jour, quand il s'était calmé, il m'a dit « Vous savez, Linge, accepter une victoire, c'est à la portée de tout le monde. Mais une défaite, seul le fort en est capable. » Je me souviens bien, c'était il y a près de 5 ans, pendant l'automne 1942. Après l'échec des Allemands devant Leningrad, puis Moscou, enfin, le tournant de notre grande guerre patriotique. Dans la neige, le froid, la boue, les Allemands ont subi le harcèlement des partisans sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas. Notre population s'est sacrifiée en brûlant les maisons, le fourrage, les réserves de carburant. Cette politique de la terre brûlée a épuisé les nazis qui piétinaient devant Stalingrad et dans le Caucase. Notre pays est dévasté. Il y a aujourd'hui beaucoup de ruines, beaucoup de misère. Et comment Hitler réagit devant cette situation ? Il déjeune seul dans son cabinet de travail. Le soir, il me demande de mettre des disques de musique funèbre. Même s'il fait bonne figure avec les domestiques lorsqu'ils viennent le saluer, il est dans l'intimité dans un état d'extrême irritabilité envers eux. Pendant les repas, la vue d'une mouche sur un mur le met hors de lui.
Un simple papillon l'enrage. Tout est fait pour que les mouches, moustiques et papillons s'éloignent de lui. Tous les matins, les femmes de ménage détruisent impitoyablement tous les insectes dans le Berghof. En pleine bataille de Stalingrad, alors que la 6e armée de von Paulus est encerclée par l'armée rouge, Hitler rappelle auprès de lui Otto Günsche, qui avait été membre de sa garde personnelle à Rotonde. Günsche, qui était jusque-là dans la SS Leibstandarte, la division favorite du Führer stationnée en France, arrive le 12 janvier 1943 au quartier général de Hitler, à la Tanière du Loup, près de Rastenburg, en Prusse orientale. Hitler en fait aussitôt son aide de camp. Je découvre Hitler dans la pièce. Son physique s'est altéré. Il a des poches sous les yeux. Son teint est terreux. Il me tend une main molle. Sa voix est grave. Il est avec des officiers d'état-major et des généraux penchés sur une table couverte de cartes. Il m'a demandé de me tenir à côté de lui pendant toutes les réunions. C'est ce jour-là qu'il me dit « Vous savez, j'ai des raisons d'être méfiant. Surtout ne vous laissez influencer par personne et soyez très vigilants. » Je comprends aussitôt que cela tourne mal à Stalingrad et qu'il n'a plus confiance dans ses généraux. Il y a un signe qui ne trompe pas. Göring, qui depuis des années ne quittait pas Hitler d'un pouce, ne vient plus aux réunions. Seul Hoffmann, le photographe, arrive à distraire Hitler quand il est au Berghof. C'est un alcoolique, mais le Führer fait comme si de rien n'était, même quand il est ivre-mort. Hoffmann est un homme très intéressé. Je me souviens qu'en plein désastre de Stalingrad, il a profité d'un moment de bonne humeur de Hitler pour lui demander de la main-d'œuvre gratuite pour faire des travaux dans son domaine. À Stalingrad, von Paulus et son armée sont à bout de ressources. Des pourparlers s'engagent. Fyodor Parparov, grâce à sa parfaite connaissance de l'allemand, participe aux discussions. Il est là, dans le baraquement, parmi les officiers russes qui entourent la délégation allemande. C'est d'ailleurs lui qui réussit à convaincre le général von Paulus de se rendre. Plus de 100 000 soldats de la Wehrmacht sont faits prisonniers. En reconnaissance, Staline gratifie Fyodor Parparov de sa première étoile rouge. Il vit cela comme une réhabilitation. Parparov devine que quelques pages consacrées à la bataille de Stalingrad feront le plus bel effet dans son rapport. Le maréchal Staline s'en trouvera d'autant plus flatté qu'il vient en 1948 de faire tomber la Tchécoslovaquie dans l'escarcelle communiste. C'est un coup de maître qui renforce son sentiment de supériorité. Après Stalingrad, Hitler est-il abattu ou combatif? Linger répondait. La défaite de notre armée à Stalingrad a sur Hitler des effets terribles. Sa main tremble au point qu'il ne peut plus porter un objet. Il ne peut plus tenir sans les piqûres stimulantes du docteur Morel. Il a en permanence de terribles crampes d'estomac d'origine nerveuse. Quand il se tord de douleur, je lui administre de l'opium. Plus sa nervosité augmente, plus il souffre d'irritation. Tantôt il trouve son col de chemise trop étroit, tantôt son pantalon est trop long. Il se plaint de démangeaisons. En plus, il a peur qu'on l'empoisonne. Dans les cuisines, il exige des analyses méticuleuses pour la totalité de ses aliments. L'eau de cuisson elle-même doit être examinée. Morel lui fait avaler tous les somnifères imaginables. Hitler a fait installer dans les pièces où il se trouve des bonbonnes d'oxygène, car il dit qu'il a du mal à respirer.
Enfin, il exige qu'on maintienne la température à 12 degrés dans les endroits où il se trouve. Conséquence, les participants aux réunions sont gelés et ils sortent régulièrement pour aller se réchauffer ailleurs. Mais sur le plan militaire, comment se comporte-t-il? Il est tantôt exaspéré, tantôt étonné par la situation. Il écrit des chiffres sur les cartes d'état-major et répète souvent « Où donc les Russes puissent-ils leur force? Ils devraient être à bout de souffle d'après mes calculs. Je ne comprends pas. Jamais je n'aurais pensé que les Russes étaient si forts. » Presque à chaque réunion, maintenant, il balaye les cartes d'un revers de main nerveusement et je les ramasse par terre. Il se gratte la nuque en permanence, se ronge les ongles et s'arrache la peau des doigts avec les dents. Il ne le faisait jamais avant. Les mois qui suivent Stalingrad, ou les 2 ans qui suivent Stalingrad, occupent la plus grande partie du dossier. Ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'on voit un Hitler de plus en plus incohérent, absurde dans ses décisions, et en même temps qui s'obstine. En fait, à la fois Hitler a conscience très tôt que la guerre est perdue, ça c'est son cerveau rationnel, mais son cerveau idéologique lui dit en permanence que la volonté peut tout et qu'il faut continuer jusqu'au bout parce qu'on a une chance de l'emporter malgré tout. On a un individu qui correspond souvent à ce que nous caractérisons comme l'irrationalité, l'absurde, le grotesque, le ridicule, et en même temps un individu doté d'un pouvoir absolument gigantesque. C'est sans doute un des points qui intrigue l'interrogateur soviétique et qui fait qu'il insiste sur ce point, il accumule les détails. Et d'ailleurs, il les accumule à l'intention de Staline. Il y a un détail qui m'intéresse. Il est sans importance en soi, mais la chienne du Führer, Blondie, l'accompagne jour et nuit, y compris pendant les réunions. Sur ce point précis, Gunsch ne va ni mentir ni ruser. Personne ne touche la chienne du Führer. Personne n'a le droit de la nourrir. Lorsqu'en 1943 elle est atteinte de maladie, on la transporte du Berghof à Munich dans une clinique où Hitler fait livrer des œufs, de la viande et de la matière grasse exclusivement pour Blondie. Chaque matin, Munich transmet par téléphone le bulletin de santé du chien. Bulletin que je lis avant toute chose à Hitler. S'il n'est pas bon, Hitler se montre soucieux. Il lui est plus facile de signer l'arrêt de mort d'un soldat du front qui a fait preuve de défaitisme que de supporter une mauvaise nouvelle sur l'état de santé de Blondie. Hitler est-il aussi prévenant pour Eva Braun? Au Berghof, Eva Braun ne se plaint jamais. Et lorsqu'il y a des invités, elle joue sans rechigner un rôle de maîtresse de maison, mais uniquement devant le premier cercle de Hitler. Mais dès qu'il y a un dîner officiel et qu'un visage étranger apparaît, Hitler fait un geste et Eva Braun se retire. Leur relation est étrange car Eva Braun se promène fréquemment avec les yeux rouges et la mine tourmentée. La femme de chambre la surprend souvent en larmes. Comment se comporte Eva Braun dans l'intimité? Eva Braun est à la fois discrète et provocatrice. C'est une femme sportive et belle. Elle adore poser pour le photographe Hoffman ou se faire filmer en faisant des exercices de gymnastique ou en sortant du bain. D'ailleurs, elle se promène parfois en petite tenue, même devant Hitler, qui reste indifférent. Elle réunit souvent ses amis à Munich ou au Berghof. Ce sont des femmes au comportement léger, parfois même inconvenant. Elles passent des heures à papoter sur la terrasse. Elles parlent sans contrainte des choses les plus intimes, même quand les ordonnances SS s'approchent d'elles. D'ailleurs, elles se promènent souvent à moitié nues devant eux quand ils viennent leur apporter des rafraîchissements dans leur chambre.
Le soir, lorsqu'on passe des films, elle commente à voix haute comment les acteurs sont bâtis. Quel beau mâle, disent-elles. Hitler, surtout après le début de la guerre, considère Eva Braun comme une partie de sa vie privée qui n'a rien à voir avec son action politique et militaire. Dès lors, Eva Braun appartient à un monde à part. Elle est en retrait. C'est un élément de détente pendant les séjours de Hitler au Berghof. Elle n'est pas une personnalité qui l'influence politiquement. C'est vrai, Eva Braun apparaît à plusieurs reprises malheureuses, peut-être en raison de sa relation avec Hitler. Il est même fait mention de tentatives de suicide. Beaucoup de sources le confirment. Il est difficile de décrire précisément ce qui lie ces deux personnes. Eva Braun est assurément attachée corps et âme à Hitler, alors que l'attachement de Hitler est bien moins intense. C'est un rapport à sens unique. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle l'a rejoint à Berlin en 1945. Elle voulait lui montrer qu'à ses yeux à elle, ils formaient un couple, même si ce n'était pas le cas pour Hitler. La campagne de Russie a coûté la vie à 3 250 000 soldats allemands. Pourtant, le moral du Führer est au beau fixe. Il a en main un rapport dont le contenu peut, selon lui, faire basculer la guerre. Il est signé Wernher von Braun. Ce savant, déjà célèbre, est l'inventeur d'une nouvelle fusée télécommandée appelée plus tard V2. En 1949, Fyodor Parparov sait que von Braun a été récupéré par les Américains. C'est lui qui sera à l'origine du programme spatial de la NASA et de la conquête de la Lune. Otto Gunsch, vous avez rencontré Wernher von Braun? C'est en mars 1943, si je me souviens bien, que Wernher von Braun vient présenter ses nouvelles armes à Hitler. On lui projette un film sur le premier lancement réussi de la V2. Puis von Braun fait un long exposé pendant lequel Hitler applaudit à tout rompre. Ensuite, le Führer nous raconte avec enthousiasme des scènes de destruction inimaginables. Il décrit avec force détail une explosion si gigantesque qu'elle peut détruire un quartier entier en anéantissant toute forme de vie. Les assistants sont ravis. Le rêve de Hitler et de ses acolytes du Berghof ne se réalisera pas. Les V2, après de nombreux ratés, ne seront opérationnels qu'1 an et demi plus tard. Entre-temps, les Alliés ont débarqué en Normandie. C'est l'opération Overlord. Jusque-là, tout le poids de la guerre reposait sur nous. Staline se méfiait de Churchill et de Roosevelt. Il pensait peut-être avec raison que les Anglo-Américains voulaient s'entendre avec les nazis sur notre dos. Il était persuadé qu'il repoussait à dessein l'ouverture d'un second front, à l'ouest. Le débarquement sur les côtes normandes nous a donc soulagés. Ce jour-là, le 6 juin 1944, je réveille Hitler de très bonne heure. Jodl lui annonce au téléphone que les Anglo-Américains ont envahi la France à l'aube. Contrairement à ce que je craignais, les yeux de Hitler étincellent. Messieurs, dit-il, je suis content que les Anglo-Américains aient décidé de débarquer en France, et surtout là où nous les attendions. Nous allons les renvoyer d'où ils viennent. Visiblement, Hitler n'est plus dans la réalité. Comment peut-il se réjouir du débarquement en Normandie alors qu'il a largement dégarni ses défenses sur la côte atlantique pour ralentir à l'est la poussée de l'armée rouge? En moins de 2 mois, le front allemand est percé. Les Alliés progressent vers Paris qu'ils libèrent le 26 août avant de filer sur Strasbourg, puis l'Allemagne.
Ling, pensez-vous qu'Eva Braun est consciente de la situation? Eva Braun, les horreurs de la guerre ne la touchent pas. Elle vit sa vie insouciante au Berghof avec sa famille et ses amis. Elle profite du parc, elle s'amuse. Mais elle a ses propres soucis d'intendance. Il y a une trentaine d'employés qui assurent le fonctionnement de la maison. Elle en veut 10 de plus, mais c'est difficile avec la mobilisation totale. Il n'y a pas de personnel disponible. Elle s'en plaint à Hitler qui convoque aussitôt Martin Bormann, son secrétaire. Assez énervé, il lui dit « J'arrive bien à créer de toutes pièces des divisions entières, moi. Trouver des gens pour mon Berghof, cela doit être un jeu d'enfant, réglez-moi ça. » Et Hitler alors? Que fait-il de ses journées au Berghof? Il reçoit beaucoup de monde, et en plus des réunions quotidiennes, il a une activité qui lui prend du temps. Avec Goebbels, il censure les actualités filmées qui viennent du front. J'ai assisté à des discussions interminables en compagnie de Bormann, Hoffmann et les autres. Hitler fait remplacer les images défavorables au Reich. Celles où on voit des soldats allemands blessés, des chars détruits, des villes allemandes bombardées. Il fait mettre à la place des vieilles images d'actualité du temps de l'année victorieuse, de 1941. Plus tard, il fera détruire tous les films où on le voit fatigué, voûté. Il disait que le peuple allemand serait horrifié de le voir ainsi. Est-ce qu'il y a des images des camps de prisonniers dans ces actualités? Je n'en ai jamais vu. Est-ce que vous saviez qu'il en existait, comme dans toutes les guerres? Oui. Et des camps de concentration? Oui. Qu'est-ce que vous savez exactement? Je sais... je sais que l'or utilisé par le dentiste de Hitler pour ses plombages lui a été fourni par la SS. C'est de l'or saisi par la Gestapo sur les prisonniers. J'ai entendu dire que les dentistes SS des camps de concentration cassent les dents des prisonniers morts et enlèvent aux vivants l'or de la bouche. Fyodor Parparov sait que les premières chambres à gaz ont été expérimentées sur des soldats soviétiques en décembre 1941 dans le crématoire d'Auschwitz. Les nazis ont enfermé une cinquantaine de prisonniers dans une pièce et jeté un gaz mortel, le Zyklon B, par des bouches d'aération. Toutes ces images ne seront bien sûr tournées qu'après la libération des camps en 1945. Fyodor Parparov sait aussi que 95% des victimes des camps de concentration sont juifs. Il est inquiet Parparov, car en cette année 1948, pendant qu'il interroge ces deux prisonniers, une campagne antisémite lancée par Staline sévit en URSS. Les membres du comité antifasciste juif ont été arrêtés. Présentés par le pouvoir comme des cosmopolites sans racines, ils sont accusés de trahison et de nationalisme bourgeois. Ce qui est étonnant, c'est que le mot juif n'est jamais mentionné dans le rapport. Et en même temps, on a beaucoup de détails qui sont donnés qu'on ne connaissait pas à propos de l'extermination des juifs. Alors, ça confirme la manière dont il faut utiliser les sources soviétiques. Elles ont des biais idéologiques, celles du régime stalinien. En même temps, elles fournissent des informations que nous n'aurions pas sans elles. Ces informations, Fyodor Parparov, interrogateur habile, va les obtenir du plus récalcitrant de ces deux prisonniers, Otto Günsche, et elles ne seront pas censurées par Beria dans le dossier présenté à Staline. Vous êtes au courant des chambres à gaz? Oui. De quelle façon? C'est très simple, parce qu'Hitler s'intéresse personnellement à leur mise au point. Il étudie de très près les plans et tous les projets qu'on lui présente.
D'ailleurs, au niveau technique, il veut que les meilleurs professionnels soient associés à ce programme. Les chambres à gaz et les crématoires ont été utilisés pour la première fois sur ordre personnel de Hitler. Ça, je le sais. Hitler en parlait devant vous? Rarement. Je me souviens seulement qu'en avril 1945, dans une réunion, quand on lui annonce dans un rapport que les Américains viennent de prendre Weimar, il demande aussitôt ce qu'il en est des détenus du camp de concentration de Buchenwald, qui se trouve à côté. Les participants sont gênés. Hitler insiste. Himmler répond que les prisonniers les plus importants ont été fusillés, que les autres n'ont pas pu être évacués et que les Américains les ont libérés. Très en colère, d'une voix aiguë, Hitler dit « Pourquoi n'ont-ils pas tous été liquidés à temps? Himmler, veillez à ce que vos gens ne se mettent pas à faire du sentiment. Je m'attendais à mieux de votre part. » On voit un Hitler très impliqué dans le détail des décisions, même s'il est confirmé que ça n'est pas un homme de dossier. En revanche, ce qui bien sûr a fait un choc, c'est qu'on voit qu'il est tenu parfaitement au courant des chambres à gaz et de l'élaboration des camions à gaz, ce qui en soi n'est pas étonnant, vu qu'il est celui sans qui ça ne se passerait pas. Mais évidemment, comme tous les grands criminels, Hitler a effacé toutes les traces et il a fallu la persévérance de l'interrogateur soviétique pour faire dire à deux anciens collaborateurs de Hitler que Hitler était parfaitement au courant de ce qui était élaboré contre les Juifs. À partir de 1944, la vie quotidienne au Berghof devient de plus en plus difficile. Hitler subit enfin personnellement les effets de la guerre, puisque sa maison est constamment menacée de bombardements. Dites-moi, Linge, est-ce que Hitler et ses gens ont peur des attaques aériennes? Oui. Et cela les obsède car elles ont lieu tous les jours entre 9h et 10h du matin, alors que la plupart d'entre eux dorment encore. Quand les avions ennemis s'approchent, l'état-major de la Luftwaffe me prévient. Je réveille Hitler et les autres qui vont aussitôt aux abris. Des femmes de chambre transportent dans de grands paniers les vêtements d'Eva Braun. Hitler, lui, sort sur la terrasse. Il lit le rapport sur la position dans le ciel pour aller se réfugier à temps. Quand ils approchent, juste avant qu'ils survolent le Berghof, on plonge toute la zone dans un brouillard artificiel. Un commando lâche un gaz laiteux contenu dans des bonbonnes. Eva Braun se fâche systématiquement contre ces alertes aériennes qui l'empêchent de dormir le matin. Les bombardements des avions anglo-américains réduisent en cendres les villes allemandes. Ils font des milliers de victimes parmi les civils. Fyodor Parparov veut savoir si cette situation préoccupe Hitler. Non, pas trop. Je me souviens seulement qu'un jour, il m'a dit que les ruines, c'était très utile, parce que dedans, on pouvait plus facilement prendre position et se défendre. Une autre fois, il m'a dit carrément « Je dois remercier les Anglo-Américains de m'enlever le souci de démolir des quartiers que je voulais de toute façon transformer. » Pense-t-il à la population allemande qui doit fuir devant les bombardements? Je ne sais pas trop. Si vous savez. Je me souviens seulement qu'un jour, le major Johann Meyer lui a fait remarquer qu'en poussant les civils allemands à fuir les villes dans lesquelles nous résistions, cela causait beaucoup de morts sur les routes. Il a répondu « Je ne peux pas m'arrêter à ça ». En fait, Hitler a toujours vécu avec dans la tête une Allemagne idéale, qu'il essayait de réaliser par l'idéologie, par les SS qui étaient l'incarnation de cette Allemagne idéale. Mais au fond,
il a détesté l'Allemagne réelle, celle de ces gens qui étaient humiliés par Versailles, mais auraient aimé que la guerre s'arrête en juin 1940. Celle de ces gens qui, dès 1942, se demandent à quoi bon tout ça. Et on le voit de plus en plus au fur et à mesure que la guerre avance. Et là, le rapport est très intéressant par beaucoup de notations précises. Le mépris de plus en plus affiché de Hitler pour ces Allemands qui ne sont pas à la hauteur de cette Allemagne idéale que lui porte depuis ses années d'adolescence. C'est pourtant cette population détestée par son chef qui, à partir de janvier 1945, creuse des tranchées anti-chars pour protéger la capitale du Reich. Hitler quitte définitivement ces montagnes pour regagner Berlin. C'est d'ailleurs Linge, en grand uniforme, qui ferme la portière de sa voiture. Pour Eva Braun aussi, le temps heureux du Berghof est terminé. Elle rejoint Hitler dans le bunker creusé sous la chancellerie où il vit désormais. La ville est assiégée. Dans quel état physique se trouve Hitler? Depuis la fin de 1944, Hitler boit à tous les repas une quantité considérable de schnapps et de cognac. Autrefois, il buvait en faisant la grimace parce qu'il n'aimait pas l'odeur de l'alcool. Je me rends compte aussi que le tremblement de sa main s'accentue. Eva Braun, elle, boit de plus en plus de cognac à table. Les autres, Martin Bormann, Hoffmann, Fegelein, son beau-frère, ou Madame Gerda Christian, la secrétaire, avalent un mélange de champagne, de cognac et de schnapps. Hitler, lui, quand il a bu, reste indifférent à tout, les yeux fixes. Il caresse son chien. Il le submerge de câlineries hystériques. Hitler ne quitte plus son bunker. Le 20 mars pourtant, il sort quelques minutes à l'air libre. Il passe en revue une vingtaine de jeunes recrues. La mise en scène est pathétique. Les garçons ont entre 14 et 16 ans. Il leur remet une médaille. Otto Gunsche et Heinz Linge sont sur la photo de groupe prise avant que Hitler ne redescende dans son bunker. Quelques jours plus tard, ultime opération de propagande, il profite d'une accalmie pour se rendre en voiture sur le front, au nord-est de Berlin. Dans la voiture, dès que nous sortons de l'enceinte de la chancellerie, il remonte très haut son col de manteau. Il est secoué de tics. D'un coup, il retire ses gants et les jette sur la banquette en criant « Donnez-moi des gants un peu plus grands, cela me sert trop, il me coupe la circulation. » Je lui tends une autre paire exactement de la même taille. Il les met et s'exclame « Pourquoi ne me les avez-vous pas donnés tout de suite ?» On a l'impression qu'il ne sait plus où il est. Il est aussi victime d'absence mentale. De plus en plus souvent, il oublie ce qu'il vient de dire. Lorsque Fyodor Parparov aborde à l'automne 1948 la partie la plus importante de sa mission, définir les circonstances de la mort de Hitler, Berlin est au centre des préoccupations de Staline. Il vient en effet de décréter le blocus de la ville qui aboutira à sa partition et à la division de l'Europe en deux blocs. C'est le début de la guerre froide. Beria et Parparov sont conscients de l'enjeu. Il n'est donc pas question de ménager les deux Allemands. Heinz Linge et Otto Gunsche, frappés, sont contraints de rédiger des rapports d'une page ou deux sur des points précis. Ces écrits sont précieux car de leurs propres mains. Sous terre, les horaires sont complètement décalés. Je réveille généralement Hitler à 13h. Les réunions de la journée commencent vers 16h, celles de la nuit vers 3h du matin. Entre-temps, Hitler prend le thé avec Eva Braun et les secrétaires. Les conversations portent sur des sujets futiles. Ils jasent sur les histoires de cœur d'un tel ou d'une telle. Le bunker tremble sous les bombardements qui se rapprochent.
Cela empêche Hitler de dormir et nous restons avec lui jusqu'à 6 heures du matin. Il souffre maintenant de son œil droit. Je dois lui instiller chaque jour des gouttes de cocaïne dans l'œil. Il est très irritable. Il trépigne et hurle qu'on peut repousser les Russes. Il est persuadé qu'il dispose encore de 6 000 à 8 000 SS. Quand on lui dit qu'il n'a pas le 5e de ces chiffres, il dit qu'on lui ment, qu'on le trompe, même nous. Les salves d'obus s'abattent sur la chancellerie au-dessus du bunker. La poussière et les odeurs de soufre pénètrent jusque dans le bureau de Hitler. De plus en plus de soldats allemands se rendent. Le Führer et son entourage sont à portée de main de l'armée rouge. Le 25 avril, après le déjeuner, Hitler me fait venir. « J'ai une mission particulière pour vous, me dit-il. Je vais me suicider par balle avec mademoiselle Braun devant l'entrée du bunker dans le jardin. Il n'y a pas d'autre issue. Procurez-vous de l'essence pour arroser nos corps et les brûler. Les Russes ne doivent en aucun cas s'emparer de mon cadavre. Il faut faire vite. Ils sont peut-être déjà au-dessus de nous dans la chancellerie. » Après, vous détruirez tout ce qui se trouve dans mon bureau et dans mes appartements. Rien ne doit rappeler ma personne. Je promets de tenir parole. Je commande 120 litres d'essence. On en remplit 6 bidons qui sont déposés à la sortie du bunker dans le jardin. Le lendemain, il a changé d'avis. J'ai réfléchi, je ne vais pas me suicider dans le jardin avec mademoiselle Braun, mais ici, dans le bunker. En fait, il a tenté une sortie du bunker au moment où un obus tombait à proximité. Il est redescendu aussitôt terrorisé. Résumons-nous. Depuis 1945, nous cherchons les preuves de la mort de Hitler. On a retrouvé les cadavres de Goebbels, et de sa femme Magda et de leurs 5 enfants, dans le jardin de la chancellerie. Mais pas de certitude pour autant en ce qui concerne 2 autres corps calcinés trouvés à 3 mètres de la porte du bunker. Moi, je tiens les 2 seuls témoins oculaires de la disparition du dictateur, et leur version qu'ils m'ont écrite concorde. Vers 15 heures, Hitler me convoque dans ses appartements. Je lui demande « Mein Führer, pour qui voulez-vous que nous nous battions maintenant ?» Il me dévisage un moment en silence. Et il répond « Pour l'homme qui va venir ». Je me mets au garde à vous et lève le bras pour un dernier salut. La porte de son cabinet de travail se referme. 2 ou 3 minutes plus tard, d'un pas lent, Eva Braun le rejoint, puis un coup de feu retentit. Les paroles de Gunche et Linge sont d'autant plus importantes qu'il n'existe aucune photographie, ni aucune image de l'intérieur du bunker à ce moment-là. Il faudra d'ailleurs attendre la chute du mur de Berlin en 1989 pour que l'intérieur dévasté du bunker puisse être filmé. Vous aussi, vous n'avez entendu qu'un coup de feu? Oui, un seul. Vers 15h30. J'ai dit à Otto Gunche, je pense que c'est fait. Nous entrons avec Martin Bormann dans l'antichambre. Une odeur de poudre me saute au nez. Hitler est assis sur le côté gauche du divan. Il est mort. À côté de lui, Eva Braun, morte aussi. Sur la tempe droite de Hitler, une plaie grande comme une pièce de monnaie. 2 rigoles de sang coulent sur sa joue. Sur le tapis, une flaque de sang. À côté de ses pieds, il y a ses 2 pistolets Walter. Eva Braun est assise sur le divan, les jambes remontées, ses lèvres serrées.
Elle s'est empoisonnée au cyanure de potassium. Je déplie les couvertures afin d'y envelopper Hitler. Otto Gunsche crie « Le Führer est mort ». Avec un garde, je transporte le cadavre de Hitler. Ses pieds dépassent de la couverture. Otto Gunsche s'occupe d'Eva Braun et se dirige vers la sortie. Il est presque 16 heures. Le jardin du bunker est soumis à un tel pilonnage d'artillerie que Linge, Gunsche et les gardes SS peuvent à peine sortir. Je dépose le cadavre d'Eva Braun presque à l'entrée du bunker, à la droite de Hitler. Avec Linge et Bormann, nous déversons les 20 litres d'essence sur les deux corps. Ils n'arrivent pas à flamber. Le souffle des explosions et la terre qui jaillit empêchent l'essence de s'enflammer. Je décide d'utiliser une grenade. Avant de la dégoupiller, je vois Heinz Linge qui réussit à jeter un morceau de papier en feu sur les vêtements et les cadavres. Aussitôt, les corps s'embrasent. Il n'y aura bientôt plus aucune trace de Hitler. C'en est fini du Führer. En 1949, l'année de ses 70 ans, le maréchal Staline, en pleine gloire, lit et classe dans ses dossiers personnels le rapport établi par le colonel Fyodor Parparov. Il ne l'a pas annoté, nous ne savons donc pas quel enseignement il en a tiré. Au fond, il n'avait rien à apprendre de quiconque en matière de mépris de la vie humaine, Staline. N'a-t-il pas peuplé le goulag et imposé un système totalitaire à une grande partie de l'Europe ? Mais dans le meurtre de masse à l'échelle industrielle, Hitler, lui, a une dimension qui dépasse tout ce qu'on a connu. Le rapport montre son implication directe. Pour le programme d'anéantissement des Juifs, Hitler tient une place à part dans l'histoire du monde. Avec lui, le cauchemar s'achève définitivement en 1945. Après les années terribles de Staline, le système communiste, répressif par nature, se maintiendra encore 40 ans, jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Les deux plus grandes tragédies du XXe siècle n'ont pas fini d'interroger les hommes. Qui sera à l'origine du programme spatial de la NASA et de la conquête de la Lune. Otto Gunsche, vous avez rencontré Werner von Braun? C'est en mars 1943, si je me souviens bien, que Werner von Braun vient présenter ses nouvelles armes à Hitler. On lui projette un film sur le premier lancement réussi de la V2. Puis von Braun fait un long exposé pendant lequel Hitler applaudit à tour rêve. Ensuite, le Führer nous raconte avec enthousiasme des scènes de destruction inimaginables. Il décrit avec force détail une explosion si gigantesque qu'elle peut détruire un quartier entier en anéantissant toute forme de vie. Les assistants sont ravis. Le rêve de Hitler et de ses acolytes du Berghof ne se réalisera pas. Les V2, après de nombreux ratés, ne seront opérationnels qu'1 an et demi plus tard.
Entre-temps, les Alliés ont débarqué en Normandie. C'est l'opération Overlord. Jusque-là, tout le poids de la guerre reposait sur nous. Staline se méfiait de Churchill et de Roosevelt. Il pensait peut-être avec raison que les Anglo-Américains voulaient s'entendre avec les nazis sur notre dos. Il était persuadé qu'il repoussait à dessein l'ouverture d'un second front, à l'ouest. Le débarquement sur les côtes normandes nous a donc soulagés. Ce jour-là, le 6 juin 1944, je réveille Hitler de très bonne heure. Jodl lui annonce au téléphone que les Anglo-Américains ont envahi la France à l'aube. Contrairement à ce que je craignais, les yeux de Hitler étincellent. Messieurs, dit-il, je suis content que les Anglo-Américains aient décidé de débarquer en France, et surtout là où nous les attendions. Nous allons les renvoyer d'où ils viennent. Visiblement, Hitler n'est plus dans la réalité. Comment peut-il se réjouir du débarquement en Normandie alors qu'il a largement dégarni ses défenses sur la côte atlantique pour ralentir à l'est la poussée de l'armée rouge? En moins de 2 mois, le front allemand est percé. Les Alliés progressent vers Paris qu'ils libèrent le 26 août avant de filer sur Strasbourg, puis l'Allemagne. Travaux dans son domaine. À Stalingrad, von Paulus et son armée sont à bout de ressources. Des pourparlers s'engagent. Fyodor Parparov, grâce à sa parfaite connaissance de l'allemand, participe aux discussions. Il est là, dans le baraquement, parmi les officiers russes qui entourent la délégation allemande. C'est d'ailleurs lui qui réussit à convaincre le général von Paulus de se rendre. Plus de 100 000 soldats de la Wehrmacht sont faits prisonniers. En reconnaissance, Staline gratifie Fyodor Parparov de sa première étoile rouge. Il vit cela comme une réhabilitation. Parparov devine que quelques pages consacrées à la bataille de Stalingrad feront le plus bel effet dans son rapport. Le maréchal Staline s'en trouvera d'autant plus flatté qu'il vient en 1948 de faire tomber la Tchécoslovaquie dans l'escarcelle communiste. C'est un coup de maître qui renforce son sentiment de supériorité. Après Stalingrad, Hitler est-il abattu ou combatif? Linger répondait. La défaite de notre armée à Stalingrad a sur Hitler des effets terribles. Sa main tremble au point qu'il ne peut plus porter un objet. Il ne peut plus tenir sans les piqûres stimulantes du docteur Morel. Il a en permanence de terribles crampes d'estomac d'origine nerveuse. Quand il se tord de douleur, je lui administre de l'opium. Plus sa nervosité augmente, plus il souffre d'irritation. Tantôt il trouve son col de chemise trop étroit, tantôt son pantalon est trop long. Il se plaint de démangeaisons. En plus, il a peur qu'on l'empoisonne. Dans les cuisines, il exige des analyses méticuleuses pour la totalité de ses aliments. L'eau de cuisson elle-même doit être examinée. Morel lui fait avaler tous les somnifères imaginables. Hitler a fait installer dans les pièces où il se trouve des bonbonnes d'oxygène, car il dit qu'il a du mal à respirer. Enfin, il exige qu'on maintienne la température à 12 degrés dans les endroits où il se trouve. Conséquence, les participants aux réunions sont gelés et ils sortent régulièrement pour aller se réchauffer ailleurs. Mais sur le plan militaire, comment se comporte-t-il? Il est tantôt exaspéré, tantôt Effrité.
Le général hiver s'installe. La Wehrmacht n'a pas d'équipement adapté. C'est un sujet sur lequel Heinz Linge parle, là encore, facilement. Comment Hitler a vécu la résistance de Leningrad? La ténacité de la ville le rend fou de colère. Il est de plus en plus irritable. Il accuse ses généraux d'être des incapables. Il hurle, tape du poing sur la table. Il faut tenir à n'importe quel prix. Il répète sans cesse « Je vais raser cette ville et anéantir sa population. Leningrad ne se relèvera jamais. » Un jour, quand il s'était calmé, il m'a dit « Vous savez, Linge, accepter une victoire, c'est à la portée de tout le monde. Mais une défaite, seul le fort en est capable. » Je me souviens bien, c'était il y a près de 5 ans, pendant l'automne 1942. Après l'échec des Allemands devant Leningrad, puis Moscou, enfin, le tournant de notre grande guerre patriotique. Dans la neige, le froid, la boue, les Allemands ont subi le harcèlement des partisans sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas. Notre population s'est sacrifiée en brûlant les maisons, le fourrage, les réserves de carburant. Cette politique de la terre brûlée a épuisé les nazis qui piétinaient devant Stalingrad et dans le Caucase. Notre pays est dévasté. Il y a aujourd'hui beaucoup de ruines, beaucoup de misère. Et comment Hitler réagit devant cette situation? Il déjeune seul dans son cabinet de travail. Le soir, il me demande de mettre des disques de musique funèbre. Même s'il fait bonne figure avec les domestiques lorsqu'ils viennent le saluer, il est dans l'intimité dans un état d'extrême irritabilité envers eux. Pendant les repas, la vue d'une mouche sur un mur le met hors de lui. Un simple papillon l'enrage. Tout est fait pour que les mouches, moustiques et papillons s'éloignent de lui. Tous les matins, les femmes de ménage détruisent impitoyablement tous les insectes dans le Berghof. En pleine bataille de Stalingrad, alors que la 6e armée de von Paulus est encerclée par l'armée rouge, Hitler rappelle auprès de lui Otto Günsche, qui avait été membre de sa garde personnelle à Rotonde. Günsche, qui était jusque-là dans la SS Leibstandarte, la division favorite du Führer... Je ne sais pas trop. Si vous savez. Je me souviens seulement qu'un jour, le major Johann Meyer lui a fait remarquer qu'en poussant les civils allemands à fuir les villes dans lesquelles nous résistions, cela causait beaucoup de morts sur les routes. Il a répondu « Je ne peux pas m'arrêter à ça ». En fait, Hitler a toujours vécu avec dans la tête une Allemagne idéale qu'il essayait de réaliser par l'idéologie, par les SS qui étaient l'incarnation de cette Allemagne idéale. Mais au fond, il a détesté l'Allemagne réelle, celle de ces gens qui étaient humiliés par Versailles, mais auraient aimé que la guerre s'arrête en juin 1940. Celle de ces gens qui, dès 1942, se demandent à quoi bon tout ça. Et on le voit de plus en plus au fur et à mesure que la guerre avance. Et là, le rapport est très intéressant par beaucoup de notations précises. Le mépris de plus en plus affiché de Hitler pour ces Allemands qui ne sont pas à la hauteur de cette Allemagne idéale que lui porte depuis ses années d'adolescence. C'est pourtant cette population détestée par son chef qui, à partir de janvier 1945, creuse des tranchées anti-chars pour protéger la capitale du Reich. Hitler quitte définitivement ces montagnes pour regagner Berlin. C'est d'ailleurs Linge, en grand uniforme, qui ferme la portière de sa voiture. Pour Eva Braun aussi, le temps heureux du Berghof est terminé. Elle rejoint Hitler dans le bunker creusé sous la chancellerie où il vit désormais. La ville est assiégée. Dans quel état physique se trouve Hitler? Depuis la fin de 1944, Hitler boit à tous les repas une quantité considérable de schnapps et de cognac.
Autrefois, il buvait en faisant la grimace parce qu'il n'aimait pas l'odeur de l'alcool. Je me rends compte aussi que le tremblement de sa main s'accentue. Eva Braun, elle, boit de plus en plus de cognac à table. Les autres, Martin Bormann, Hoffmann, Fegelein, son beau-frère, ou Madame Gerda Christian, la secrétaire, avalent un mélange de champagne, de cognac et de schnapps. Hitler, lui, quand il a bu, reste indifférent à tout, les yeux fixes. Il caresse son chien, il le submerge de câlineries hystériques. Hitler ne quitte plus son bunker. Le 20 mars pourtant, il sort quelques minutes à l'air libre. Il passe en revue une vingtaine de jeunes recrues. Couleur de danseuse parisienne nue. Le Führer est seul dans la salle de projection. Le reste du temps, il lit des romans et il engloutit des kilos de chocolat. C'est pour nourrir mes nerfs, dit-il. Quel genre de roman lit-il? Des romans d'aventure, des romans de gare. Mais il ne voulait pas que cela se sache. Je me souviens qu'un ouvrier travaillant au Berghof avait remarqué dans la bibliothèque le genre de livre que lisait Hitler. En passant dans les cuisines, il avait eu le malheur d'en parler à des employés. Cela s'est su, la sécurité l'a arrêté et Hitler l'a fait envoyer immédiatement dans un camp de concentration. La vie privée de Hitler a toujours été un sujet d'intérêt. Pas seulement à cause d'Eva Braun, mais parce qu'on savait déjà très tôt, de son vivant, que Hitler avait eu une liaison avec sa nièce, Jelly Robbal. En fait, il n'a jamais vécu une vie de couple normale avec qui que ce soit. Il y avait des rumeurs qui circulaient à l'époque. Hitler disait, paraît-il, « Ma femme s'appelle l'Allemagne ». C'est évidemment un sujet qui a déchaîné sans arrêt les imaginations. À travers des films privés tournés par Eva Braun, on peut mieux s'imaginer comment ce couple, si on peut l'appeler ainsi, a fonctionné. Vous savez, le dossier Hitler, lui non plus, ne donne pas une réponse définitive à la question de savoir quelle sorte de relation conjugale Hitler a vraiment entretenue avec Eva Braun. Avec l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion surprise de l'URSS par l'armée allemande le 22 juin 1941, l'alliance Hitler-Staline est rompue brusquement. Les Russes connaissent l'enfer. En 5 mois, ils perdent 1 500 000 soldats. Une fois de plus, Fyodor Parparov ne va pas s'étendre sur cet épisode qui met en cause le peu de lucidité et le manque de réactivité du camarade Joseph Staline. Il ne faut pas le provoquer alors qu'en ces années 1947-1948, il est au fait de sa puissance. Le culte de la personnalité atteint des sommets. Fyodor Parparov, en accord avec son chef Beria, préfère donc aborder un sujet plus flatteur, le siège de Leningrad et la résistance farouche de la population russe. La toute-puissance de Hitler commence à s'effriter. Le général Hiver s'installe. La Wehrmacht n'a pas d'équipement adapté. C'est un sujet sur lequel Heinz Linge parle. Tremble sous les bombardements qui se rapprochent. Cela empêche Hitler de dormir et nous restons avec lui jusqu'à 6 heures du matin. Il souffre maintenant de son œil droit. Je dois lui instiller chaque jour des gouttes de cocaïne dans l'œil. Il est très irritable. Il trépigne et hurle qu'on peut repousser les Russes. Il est persuadé qu'il dispose encore de 6 000 à 8 000 SS. Quand on lui dit qu'il n'a pas le 5e de ces chiffres, il dit qu'on lui ment, qu'on le trompe, même nous. Les salves d'obus s'abattent sur la chancellerie au-dessus du bunker. La poussière et les odeurs de soufre pénètrent jusque dans le bureau de Hitler. De plus en plus de soldats allemands se rendent. Le Führer et son entourage sont à portée de main de l'armée rouge.
Le 25 avril, après le déjeuner, Hitler me fait venir. J'ai une mission particulière pour vous, me dit-il. Je vais me suicider par balle avec mademoiselle Braun devant l'entrée du bunker dans le jardin. Il n'y a pas d'autre issue. Procurez-vous de l'essence pour arroser nos corps et les brûler. Les Russes ne doivent en aucun cas s'emparer de mon cadavre. Il faut faire vite. Ils sont peut-être déjà au-dessus de nous dans la chancellerie. Après, vous détruirez tout ce qui se trouve dans mon bureau et dans mes appartements. Rien ne doit rappeler ma personne. Je promets de tenir parole. Je commande 120 litres d'essence. On en remplit 6 bidons qui sont déposés à la sortie du bunker dans le jardin. Le lendemain, il a changé d'avis. J'ai réfléchi, je ne vais pas me suicider dans le jardin avec mademoiselle Braun, mais ici, dans le bunker. En fait, il a tenté une sortie du bunker au moment où un obus tombait à proximité. Il est redescendu aussitôt terrorisé. Résumons-nous. Depuis 1945, nous cherchons les preuves de la mort de Hitler. On a retrouvé les cadavres de Goebbels, et de sa femme Magda et de leurs 5 enfants dans le jardin de la chancellerie. Mais pas de certitude pour autant en ce qui concerne 2 autres corps calcinés trouvés à 3 mètres de la porte du bunker. Moi, je tiens les 2 seuls témoins oculaires de la disparition du dictateur, et leur version qu'ils m'ont écrite concorde. Prusse orientale. Hitler en fait aussitôt son aide de camp. Je découvre Hitler dans la pièce. Son physique s'est altéré. Il a des poches sous les yeux. Son teint est terreux. Il me tend une main molle. Sa voix est grave. Il est avec des officiers d'état-major et des généraux penchés sur une table couverte de cartes. Il m'a demandé de me tenir à côté de lui pendant toutes les réunions. C'est ce jour-là qu'il me dit « Vous savez, j'ai des raisons d'être méfiant. Surtout ne vous laissez influencer par personne et soyez très vigilants. » Je comprends aussitôt que cela tourne mal à Stalingrad et qu'il n'a plus confiance dans ses généraux. Il y a un signe qui ne trompe pas. Göring, qui depuis des années ne quittait pas Hitler d'un pouce, ne vient plus aux réunions. Seul Hoffmann, le photographe, arrive à distraire Hitler quand il est au Berghof. C'est un alcoolique, mais le Führer fait comme si de rien n'était, même quand il est ivre-mort. Hoffmann est un homme très intéressé. Je me souviens qu'en plein désastre de Stalingrad, il a profité d'un moment de bonne humeur de Hitler pour lui demander de la main-d'œuvre gratuite pour faire des travaux dans son domaine. À Stalingrad, von Paulus et son armée sont à bout de ressources. Des pourparlers s'engagent. Fyodor Parparov, grâce à sa parfaite connaissance de l'allemand, participe aux discussions. Il est là, dans le baraquement, parmi les officiers russes qui entourent la délégation allemande. C'est d'ailleurs lui qui réussit à convaincre le général von Paulus de se rendre. Plus de 100 000 soldats de la Wehrmacht sont faits prisonniers. En reconnaissance, Staline gratifie Fyodor Parparov de sa première étoile rouge. Il vit cela comme une réhabilitation. Parparov devine que quelques pages consacrées à la bataille de Stalingrad feront le plus bel effet dans son rapport. Le maréchal Staline s'en trouvera d'autant plus flatté qu'il vient en 1948 de faire tomber la Tchécoslovaquie dans l'escarcelle communiste. C'est un coup de maître qui renforce son sentiment de supériorité. Après Stalingrad, Hitler est-il abattu ou combatif? Linger répondait. La défaite de notre armée lors du matin. Entre-temps, Hitler prend le thé avec Eva Braun et les secrétaires.
Les conversations portent sur des sujets futiles. Ils jasent sur les histoires de cœur d'un tel ou d'une telle. Le bunker tremble sous les bombardements qui se rapprochent. Cela empêche Hitler de dormir et nous restons avec lui jusqu'à 6 heures du matin. Il souffre maintenant de son œil droit. Je dois lui instiller chaque jour des gouttes de cocaïne dans l'œil. Il est très irritable. Il trépigne et hurle qu'on peut repousser les Russes. Il est persuadé qu'il dispose encore de 6 000 à 8 000 SS. Quand on lui dit qu'il n'a pas le 5e de ces chiffres, il dit qu'on lui ment, qu'on le trompe, même nous. Les salves d'obus s'abattent sur la chancellerie au-dessus du bunker. La poussière et les odeurs de soufre pénètrent jusque dans le bureau de Hitler. De plus en plus de soldats allemands se rendent. Le Führer et son entourage sont à portée de main de l'armée rouge. Le 25 avril, après le déjeuner, Hitler me fait venir. « J'ai une mission particulière pour vous, me dit-il. Je vais me suicider par balle avec mademoiselle Braun devant l'entrée du bunker dans le jardin. Il n'y a pas d'autre issue. Procurez-vous de l'essence pour arroser nos corps et les brûler. Les Russes ne doivent en aucun cas s'emparer de mon cadavre. Il faut faire vite. Ils sont peut-être déjà au-dessus de nous dans la chancellerie. » Après, vous détruirez tout ce qui se trouve dans mon bureau et dans mes appartements. Rien ne doit rappeler ma personne. Je promets de tenir parole. Je commande 120 litres d'essence. On en remplit 6 bidons qui sont déposés à la sortie du bunker dans le jardin. Le lendemain, il a changé d'avis. J'ai réfléchi, je ne vais pas me suicider dans le jardin avec mademoiselle Braun, mais ici, dans le bunker. En fait, il a tenté une sortie du bunker au moment où un obus tombait à proximité. Il est redescendu aussitôt, terrorisé. Résumons-nous. Depuis 1945, nous cherchons les preuves de la mort de Hitler. On a retrouvé les cadavres de Goebbels et de sa femme Magda et de leurs 5 enfants dans le jardin de la chancellerie. Mais pas de certitude pour autant en ce qui concerne 2 autres corps. Il hurle, tape du poing sur la table. Il faut tenir à n'importe quel prix. Il répète sans cesse, je vais raser cette ville et anéantir sa population. Leningrad ne se relèvera jamais. Leningrad wird nie wieder erstehen. Un jour, quand il s'était calmé, il m'a dit, vous savez, Ling, accepter une victoire, c'est à la portée de tout le monde. Mais une défaite, seul le fort en est capable. Je me souviens bien, c'était il y a près de 5 ans, pendant l'automne 1942. Après l'échec des Allemands devant Leningrad, puis Moscou, enfin, le tournant de notre grande guerre patriotique. Dans la neige, le froid, la boue, les Allemands ont subi le harcèlement des partisans sur un terrain qu'ils ne connaissaient pas. Notre population s'est sacrifiée en brûlant les maisons, le fourrage, les réserves de carburant. Cette politique de la terre brûlée a épuisé les nazis qui piétinaient devant Stalingrad et dans le Caucase. Notre pays est dévasté. Il y a aujourd'hui beaucoup de ruines, beaucoup de misère. Et comment Hitler réagit devant cette situation ? Il déjeune seul dans son cabinet de travail. Le soir, il me demande de mettre des disques de musique funèbre. Même s'il fait bonne figure avec les domestiques lorsqu'ils viennent le saluer, il est dans l'intimité dans un état d'extrême irritabilité envers eux. Pendant les repas, la vue d'une mouche sur un mur le met hors de lui.
Un simple papillon l'enrage. Tout est fait pour que les mouches, moustiques et papillons s'éloignent de lui. Tous les matins, les femmes de ménage détruisent impitoyablement tous les insectes dans le Berghof. En pleine bataille de Stalingrad, alors que la 6e armée de von Paulus est encerclée par l'armée rouge, Hitler rappelle auprès de lui Otto Gunsch, qui avait été membre de sa garde personnelle à Rotonde. Gunsch, qui était jusque-là dans la SS Leibstandarte, la division favorite du Führer stationnée en France, arrive le 12 janvier 1943 au quartier général de Hitler, à la Tanière du Loup, près de Rastenburg, en Prusse orientale. Hitler en fait aussitôt son aide de camp. Je découvre Hitler dans la pièce. Son physique s'est altéré. Il a des poches sous les yeux. Son teint est terreux. Rien à voir avec son action politique et militaire. Dès lors, Eva Braun appartient à un monde à part. Elle est en retrait. C'est un élément de détente pendant les séjours de Hitler au Berghof. Elle n'est pas une personnalité qui l'influence politiquement. C'est vrai, Eva Braun apparaît à plusieurs reprises, malheureuse, peut-être en raison de sa relation avec Hitler. Il est même fait mention de tentatives de suicide. Beaucoup de sources le confirment. Il est difficile de décrire précisément ce qui lie ces deux personnes. Eva Braun est assurément attachée corps et âme à Hitler, alors que l'attachement de Hitler est bien moins intense. C'est un rapport à sens unique. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle l'a rejoint à Berlin en 1945. Elle voulait lui montrer qu'à ses yeux à elle, ils formaient un couple. Même si ce n'était pas le cas pour Hitler. La campagne de Russie a coûté la vie à 3 250 000 soldats allemands. Pourtant, le moral du Führer est au beau fixe. Il a en main un rapport dont le contenu peut, selon lui, faire basculer la guerre. Il est signé Wernher von Braun. Ce savant, déjà célèbre, est l'inventeur d'une nouvelle fusée télécommandée appelée plus tard V2. En 1949, Fyodor Parparov sait que von Braun a été récupéré par les Américains. C'est lui qui sera à l'origine du programme spatial de la NASA et de la conquête de la Lune. Otto Gunsch, vous avez rencontré Wernher von Braun? C'est en mars 1943, si je me souviens bien, que Wernher von Braun vient présenter ses nouvelles armes à Hitler. On lui projette un film sur le premier lancement réussi de la V2. Puis von Braun fait un long exposé pendant lequel Hitler applaudit à tout rompre. Ensuite, le Führer nous raconte avec enthousiasme des scènes de destruction inimaginables. Il décrit avec force détail une explosion si gigantesque qu'elle peut détruire un quartier entier en anéantissant toute forme de vie. Les assistants sont ravis. Le rêve de Hitler et de ses acolytes du Berghof ne se réalisera pas. Les V2, après de nombreux ratés, ne seront opérationnels qu'1 an et demi plus tard. Entre-temps, les Alliés ont débarqué en Normandie. C'est l'opération Overlord. Jusque-là, tout le poids de la guerre reposait sur nous. Staline se méfiait de Churchill et de Roosevelt. Parparov, lieutenant-colonel des services secrets, le NKVD, il est né en 1893 et a fait des études de droit. À lire sa biographie officielle, c'est un espion chevronné. Il a travaillé en Allemagne avant la guerre. Rappelé à Moscou en 1937, il a fait 1 an de goulag, puis est réintégré dans les services secrets au début de la guerre. Il connaît donc les risques du métier, Parparov. Il est juif, et dans une période où l'antisémitisme de Staline s'affirme, il bénéficie d'un préjugé favorable de ses chefs. Il sait qu'en écrivant ce rapport, il risque sa vie. Il faut plaire à Staline, éviter les sujets qui fâchent et malgré tout, dire la vérité. Pendant 2 ans,
De 1948 à 1949, c'est en allemand qu'il va mener les interrogatoires, une langue qu'il parle couramment. En face de lui, les 2 nazis mis au secret dans cette prison de Butyrki sont soumis au rude régime des geôles soviétiques. Otto Gunsche, 35 ans, grande taille, 1,97 m, aide de camp de Hitler à différentes périodes, avant et pendant la guerre. Compétences militaires reconnues, nazi convaincu, il a participé aux réunions les plus secrètes. Heinz Linge, majordome de Hitler, 32 ans, témoin des actes de la vie quotidienne de son chef dont il tenait l'agenda. Sait donc beaucoup de choses sur l'entourage, parle, car il craint pour sa vie. Heinz Linge, le majordome. Otto Gunsche, l'aide de camp. Ces 2 hommes, pourtant détenus dans les mêmes prisons, ne se croiseront jamais. Mission de Fyodor Parparov, les interroger sans cesse, suivant un cahier des charges très précis imposé par le chef du NKVD, le terrible Beria. Ordre est donné de mettre les détenus dans des cellules séparées. Ils ne devront jamais se rencontrer, les traiter comme il convient à des fascistes. Interroger les prisonniers sur les éléments suivants. Donner tous les détails sur la vie du dictateur nazi et s'assurer de la véracité des faits évoqués. Leur demander les détails militaires sur la conduite des opérations nazies durant la Grande Guerre patriotique. Mettre à jour son état mental et son attitude personnelle aux différentes étapes de la guerre. Enfin, vérifier les conditions de disparition des derniers fascistes du bunker sous la chancellerie à Berlin. Signé Beria. Heinz Linge. L'adolescence. C'est pourtant cette population détestée par son chef qui, à partir de janvier 1945, creuse des tranchées anti-chars pour protéger la capitale du Reich. Hitler quitte définitivement ces montagnes pour regagner Berlin. C'est d'ailleurs Linge, en grand uniforme, qui ferme la portière de sa voiture. Pour Eva Braun aussi, le temps heureux du Berghof est terminé. Elle rejoint Hitler dans le bunker creusé sous la chancellerie où il vit désormais. La ville est assiégée. Dans quel état physique se trouve Hitler ? Depuis la fin de 1944, Hitler boit à tous les repas une quantité considérable de schnapps et de cognac. Autrefois, il buvait en faisant la grimace parce qu'il n'aimait pas l'odeur de l'alcool. Je me rends compte aussi que le tremblement de sa main s'accentue. Eva Braun, elle, boit de plus en plus de cognac à table. Les autres, Martin Bormann, Hoffmann, Fegelein, son beau-frère, ou Madame Gerda Christian, la secrétaire, avalent un mélange de champagne, de cognac et de schnapps. Hitler, lui, quand il a bu, reste indifférent à tout, les yeux fixes. Il caresse son chien. Il le submerge de câlineries hystériques. Hitler ne quitte plus son bunker. Le 20 mars pourtant, il sort quelques minutes à l'air libre. Il passe en revue une vingtaine de jeunes recrues. La mise en scène est pathétique. Les garçons ont entre 14 et 16 ans. Il leur remet une médaille. Otto Gunsche et Heinz Linge sont sur la photo de groupe prise avant que Hitler ne redescende dans son bunker. Quelques jours plus tard, ultime opération de propagande, il profite d'une accalmie pour se rendre en voiture sur le front, au nord-est de Berlin. Dans la voiture, dès que nous sortons de l'enceinte de la chancellerie, il remonte très haut son col de manteau. Il est secoué de tics. D'un coup, il retire ses gants et les jette sur la banquette en criant « Donnez-moi des gants un peu plus grands, cela me serre trop, il me coupe la circulation. » Je lui tends une autre paire exactement de la même taille. Il les met et s'exclame « Pourquoi ne me les avez-vous pas donnés tout de suite ?»
On a l'impression qu'il ne sait plus où il est. Il est aussi victime d'absence mentale. De plus en plus souvent, il oublie ce qu'il vient de dire. On a l'impression qu'il ne sait plus où il est. Il est aussi victime d'absence mentale. De plus en plus souvent, il oublie ce qu'il vient de dire. Lorsque Fyodor Parparov aborde à l'automne 1948 la partie la plus importante de sa mission, définir les circonstances de la mort de Hitler, Berlin est au centre des préoccupations de Staline. Il vient en effet de décréter le blocus de la ville qui aboutira à sa partition et à la division de l'Europe en 2 blocs. C'est le début de la guerre froide. Beria et Parparov sont conscients de l'enjeu. Il n'est donc pas question de ménager les 2 Allemands. Heinz Linge et Otto Gunsche, frappés, sont contraints de rédiger des rapports d'1 page ou 2 sur des points précis. Ces écrits sont précieux car de leurs propres mains. Sous terre, les horaires sont complètement décalés. Je réveille généralement Hitler à 13 h. Les réunions de la journée commencent vers 16 h, celles de la nuit vers 3 h du matin. Entre-temps, Hitler prend le thé avec Eva Braun et les secrétaires. Les conversations portent sur des sujets futiles. Ils jasent sur les histoires de cœur d'un tel ou d'une telle. Le bunker tremble sous les bombardements qui se rapprochent. Cela empêche Hitler de dormir et nous restons avec lui jusqu'à 6 h du matin. Il souffre maintenant de son œil droit. Je dois lui instiller chaque jour des gouttes de cocaïne dans l'œil. Il est très irritable. Il trépigne et hurle qu'on peut repousser les Russes. Il est persuadé qu'il dispose encore de 6 000 à 8 000 SS. Quand on lui dit qu'il n'a pas le 5e de ces chiffres, il dit qu'on lui ment, qu'on le trompe, même nous. Les salves d'obus s'abattent sur la chancellerie au-dessus du bunker. La poussière et les odeurs de soufre pénètrent jusque dans le bureau de Hitler. De plus en plus de soldats allemands se rendent. Le Führer et son entourage sont à portée de main de l'armée rouge. Le 25 avril, après le déjeuner, Hitler me fait venir. « J'ai une mission particulière pour vous, me dit-il. Je vais me suicider par balle avec mademoiselle Braun devant l'entrée du bunker dans le jardin. Il n'y a pas d'autre issue. »